Le condensé de l'information au Gabon, en Afrique et dans le monde, c'est maintenant. Deux titres dans ce journal. Au Gabon, on parle d'une rentrée scolaire 2017-2018 effective. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer les parents, les apprenants quant à l'effectivité de cette rentrée académique. En Centrafrique, le président centrafricain demande plus de casques bleus dans l'optique de revoir à la hausse son soutien militaire dans un pays où sévit de nombreux conflits. Bonsoir et bienvenue à ceux qui embarquent maintenant dans cette grande édition d'information. Nous recevrons Axel Dikongo, assistante à l'unité de l'information publique du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale pour parler du tournoi de la paix à l'occasion donc de la Journée internationale de la paix. Tout d'abord, l'actualité au Gabon, on parle de conférence de presse. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibizé, a commenté donc ce vendredi plusieurs points de l'actualité, dont celui sur les résolutions de l'Union européenne qui menacent de sanctions le Gabon, Kenny Ongouri, PGOPAS, Mirandangue. Alain-Claude Bilibizé, le porte-parole du gouvernement gabonais, a réagi à plusieurs questions d'actualité, au nombre desquelles la résolution de l'Union européenne menaçant le Gabon de sanctions. Il en a profité pour réaffirmer la souveraineté du Gabon. Face à cette attitude qui induit de manière insidieuse qu'il pourrait exister sur notre planète des souverainetés au-dessus des autres, le gouvernement de la République joint sa voix à celle du Sénat gabonais pour dénoncer cet acharnement que rien ne justifie. Le gouvernement s'emploiera à travailler à la mise en œuvre des réformes institutionnelles dont notre pays a besoin, au rythme qui convient à la marche et à l'évolution de notre démocratie. Nous n'irons pas à marche forcée, nous le ferons en fonction de notre capacité d'adapter notre système juridique et institutionnel aux évolutions que notre pays est à même d'absorber. Et nous le ferons avec le soutien de tous les partenaires du Gabon, de ceux qui sont réellement soucieux de notre développement dans la paix et la concorde. L'adoption par la majorité des députés européens à prendre des sanctions ciblées contre les autorités gabonaises suite à la présidentielle, dont la contestation des résultats contestés par son débouché coupable de la fraude électorale et des actes de violence qui ont découlé. D'autres questions, telles que le séjour du chef de l'État à New York, le séminaire gouvernemental, l'accident de Kango, la rentrée scolaire, la restitution du haut débit, ont également été des points abordés lors de cette conférence de presse. On parle aussi des activités présidentielles dans cette grande édition avec justement une importante délégation gabonaise conduite par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui ont donc rencontré à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies et des potentiels investisseurs. Objectif, vendre à la destination Gabon. Suivant. Autour de la table, une trentaine d'investisseurs américains de renom intéressés par notre pays. Avec le tout nouveau président du Conseil économique et social et plusieurs de ses collaborateurs, le chef de l'État tenait à vendre la destination Gabon au cours de cette table ronde. Alors cette rencontre qui a été organisée par la Chambre de commerce des États-Unis et le Conseil américain du secteur privé pour l'Afrique traduit bien sûr l'importance de la diplomatie économique que le président de la République, chef de l'État, entreprend. Et le chef de l'État a eu au cours de cette rencontre l'opportunité d'expliquer à ces entreprises les atouts du Gabon. Il a eu l'occasion aussi de vanter, n'est-ce pas, ce que le Gabon peut apporter à des entreprises américaines qui veulent, n'est-ce pas, se développer en Afrique. La rencontre organisée en marge du sommet des Nations Unies a permis de mesurer l'attractivité du Gabon dans ce milieu d'investisseurs. Toutes ces entreprises perçoivent le Gabon comme une vraie terre d'opportunités, un vrai pays où il y a des opportunités à saisir. Et c'est pour cela qu'elles sont venues participer à cette rencontre qui, encore une fois, comme je le disais tantôt, montre que le Gabon reste un pays d'attrait, un pays qui présente un réel intérêt pour des investisseurs mondiaux, y compris des investisseurs américains. Terre d'attrait et d'opportunités, le Gabon dispose d'atouts économiques et socio-culturels que le président Ali Bongo Ondimba s'attelle à mettre en valeur
à travers sa diplomatie économique pour l'épanouissement des populations. On vous le disait en titre, alors que la rentrée des classes pointe déjà son nez à l'horizon, le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer la population quant à son effectivité. Mirandangué nous en dit plus. La rentrée scolaire 2017-2018 aura bel et bien lieu. C'est ce qu'a annoncé Alain Claude Lélébizé, le porte-parole du gouvernement, lors de sa traditionnelle conférence de presse ce vendredi à Libreville. Cette annonce intervient alors que la rentrée des classes est prévue pour le 2 octobre prochain, date fixée par le ministre de l'Éducation nationale du Gabon. En prélude donc à cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Mme Nadine Patricia Nguélé-Pouzobam, a eu des séances de travail avec différents acteurs du système éducatif gabonais, des enseignants, des syndicats d'enseignants, des associations de parents d'élèves, afin de préparer au mieux cette rentrée scolaire dans la sérénité. L'année scolaire 2016-2017 a été gangrénée par des grèves à répétition, qui ont certainement eu des répercussions sur les résultats connus lors des examens de fin d'année. Mais pour cette nouvelle année scolaire, le porte-parole propose un dialogue entre le gouvernement et le secteur de l'enseignement pour le bon déroulement du calendrier et des examens de fin d'année. L'intérêt, c'est de faire en sorte que le dialogue soit permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour trouver progressivement des solutions. C'est dans ce sens que le chef de l'État a instruit le gouvernement de travailler à un apaisement social global, à mettre en place des mécanismes d'un dialogue social permanent et pour aboutir éventuellement à une trêve sociale. La rentrée administrative a été fixée au 18 septembre et la fin de l'année au 15 juin pour le primaire et au 23 juin pour le secondaire. Les examens de fin d'année feront l'objet d'un communiqué ultérieur des autorités ministérielles. On parle de rencontres stratégiques entre le ministre du Budget, de l'Économie et de la Confédération patronale gabonaise. Cette réunion avait pour objectif de traiter de la question du paiement de la dette intérieure au Gabon. Reportage Kenny Ongouri, Bertin Osaga. Objet principal de la réunion tripartite entre le ministre du Budget, des Comptes publics, celui de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement durable et le Conseil patronal gabonais CPG, le paiement de la dette intérieure devrait faire l'objet d'un accord sur les mécanismes de paiement. La première étape que nous avons commencé à poser ce matin, c'est de nous entendre sur le montant de cette dette. Donc ça va nécessiter un processus de validation. Et après, nous pourrons parler de processus d'appurement de la dette, sachant quelles sont les contraintes du gouvernement dont nous sommes parfaitement conscients. Engagé dans un processus de relance économique soutenu par les principales institutions financières internationales et régionales, le gouvernement s'est engagé à régler cette note. Nous venons de discuter avec nos partenaires. Vous savez, ce qui est important dans une économie, c'est la confiance. Donc j'ai mis en place un cadre qui permet d'échanger régulièrement entre partenaires. Donc j'ai voulu mettre en place un cadre de travail avec toutes les entreprises de manière générale, mais avec la CPG. Et toutes les questions seront réglées dans cette cellule de travail. J'avais déjà indiqué que sur les 350 milliards prévus au titre de l'exercice 2017, 200 milliards ont été effectivement payés. La part qui revenait à la CPG, nous en avons discuté, nous avons montré à la CPG la liste des entreprises bénéficiaires de ces 94 milliards. Dans le cadre du plan de remboursement 2017-2020 qui a été mis en place par les différentes parties, plus de 1300 milliards vont être payés au titre de la dette intérieure. Le gouvernement a d'ailleurs consacré dans la loi de finances rectificative de 2017 plus de 39% de son budget au règlement de celle-ci aux entreprises concernées. Allons à la découverte d'une tenniswoman, Manuela Nyonda, c'est ainsi que se nomme cette jeune compatriote, joueuse de tennis, très talentueuse. Elle est l'espoir de ce sport au Gabon. Elle s'apprête d'ailleurs à intégrer le niveau professionnel en Europe. Sa carrière démarre en puissance avec l'obtention de la subvention de l'État gabonais. L'athlète veut inscrire justement son nom en lettres d'or dans ce domaine. Kenny Ongouri et Bertin Osaga. Avec son corps athlétique, à l'allure de Serena Williams, elle ambitionne déjà d'atteindre les sommets du tennis mondial. Elle, Manuela Nyonda, 17 ans, fait figure d'espoir pour inscrire le Gabon dans les annales de ce sport. Classée 15 en France, la jeune tenniswoman s'apprête à intégrer la famille des professionnels. Sa mère a visiblement vu juste
dans le choix de ce sport. C'est ma maman qui m'a dit un jour, depuis que je suis toute petite, on me dit que j'ai plutôt un corps d'athlète, mais on ne savait pas trop dans quel sport. Et il y a 3 ans, ma mère a dit on va essayer de voir pour le tennis. J'ai fait des sélections dans le sport-études de Paris et ils m'ont accepté. Ils m'ont dit que j'avais un très bon niveau pour une personne qui jouait pas avant. Donc je suis rentrée et voilà. Au regard de ses performances, Manuela est déterminée à atteindre les sommets. J'ai fait qu'évoluer en 3 ans. J'ai fait une très belle progression de passer à une joueuse non classée qui ne savait pas jouer à seconde série dans le classement français. Il y a le moral, il y a la détermination aussi. Voilà. Son coach Samuel parle peu, mais voit en elle une fille capable d'inscrire son nom au haut niveau. Est-ce que Manuela peut relever le défi? La réponse est oui, si elle veut. Aujourd'hui, c'est si elle veut. Parce que lorsque vous avez atteint un certain niveau, seconde série en France, ça veut dire que potentiellement, vous avez la capacité d'arriver à un haut niveau. Travailleuse sur les cours à 17 ans, Manuela est aussi une élève studieuse. Son bac scientifique en poche, une subvention du gouvernement l'oblige à quitter la France pour rejoindre le Gimeno Club de Barcelone en Espagne. En France, Manuela a déjà remporté quelques titres interclubs, mais il faut se frotter à plus fort pour accéder à la cour des grands. Les internationaux de Nairobi niveau 4 et niveau 5 en novembre prochain sont une bonne occasion pour la Panthère de sortir ses griffes afin d'ajouter un nouveau titre à son tableau de chasse. Avant de tourner cette page Gabon, on parle d'un tournoi de football organisé par UNOCA, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, une organisation qui milite pour la paix. Et justement, pour en parler avec moi sur ce plateau, Axel Dikongé, assistante à l'unité de l'information publique du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous êtes sur notre plateau justement pour parler d'un événement. De quoi s'agit-il exactement ? Merci Gabriel. Alors le samedi 23 septembre, le tournoi de la paix clôturera les manifestations organisées dans le cadre de la Journée internationale de la paix, dont la célébration a commencé lundi 18 septembre avec plusieurs débats et réflexions qui ont mobilisé de nombreuses organisations de la société civile. Cette année, le tournoi aura lieu de 9h à 17h au stade de l'Ista, CEMAC, à Gondje, dans la commune d'Akonda, au nord de Libreville. Alors, madame, vous n'êtes pas à votre première sortie, mais pourquoi le choix du football, sachant qu'il y a justement d'autres disciplines sportives aussi attractives? Nous avons choisi le football parmi tant d'autres pour la mobilisation de masse, pour la sensibilisation, parce que le football attire beaucoup de jeunes aujourd'hui, des femmes, d'où ce choix. Alors, vous êtes à votre 4e édition, si l'on s'en tient justement à la date du 23 septembre 2013. Notant aussi que l'an dernier, vous n'avez justement pas pu organiser une édition. Alors, comment se constituent justement les équipes? Parce qu'au regard du document fourni, les équipes ne sont constituées que des personnes de ministères, d'entreprises et des corps habillés. Avez-vous pensé aussi aux populations des quartiers? Rappelons que le choix des équipes a été fait sur les acteurs qui parlent des questions liées à la paix. Pour cette année, chaque année, nous incluons de nouveaux acteurs. Cette année, nous avons décidé d'associer la société civile. Aussi, depuis la première édition, nous invitons des centres d'accueil pour enfants en difficulté, pour qu'ils puissent aussi parler de ce qu'ils font pour participer à un monde sans violence. Alors, en termes de bilan, avec les différents objectifs que vous vous êtes fixés, pouvez-vous nous parler un peu d'un certain bilan? Pouvez-vous faire un bilan de la première édition à la 4e maintenant? Le bilan est, au fur et à mesure, nous avons des acteurs qui veulent participer. On fait une sensibilisation en espérant que chacun à son niveau puisse s'approprier les valeurs de la paix. Donc pour cette année, comme je disais, la société civile a voulu s'associer, aussi surtout les femmes, et aussi une association des jeunes qui a décidé de se joindre à cette lutte.
Alors, Axel Dikongé, on revient justement à ce qui vous emmène sur ce plateau. Qu'est-ce qui est prévu autour de cet événement? Alors, une exposition aura lieu en marge du tournoi afin de permettre aux participants, comme je l'ai dit tout à l'heure, de montrer et d'expliquer ce qu'ils font pour contribuer à un monde sans violence. C'est dans ce cas que nous invitons le public à venir nombreux au stade de l'ISTA, ce MAG, pour soutenir cette initiative citoyenne. C'était là votre dernier mot ou vous avez quelque chose à ajouter? Les Nations Unies vous remercient pour votre attention et espèrent vous accueillir massivement demain, 23 septembre, au stade de l'ISTA. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. La page Afrique s'ouvre maintenant dans ce journal avec l'Ouganda où la police ougandaise a arrêté les manifestants jeudi à Kampala après l'interdiction de manifester contre la possible suppression de la limite d'âge pour être élu président qui permettrait à Yoweri Museveni, actuel chef de l'État, de se représenter en 2021. Les détails, c'est avec Svetlana Maganga. La police ougandaise a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines d'étudiants de l'université Makerere, la plus grande du pays, qui manifestaient jeudi à Kampala malgré l'interdiction de la police contre la possible suppression de la limite d'âge pour être élu président qui permettrait à Yoweri Museveni, actuel chef d'État, de se représenter en 2021. Des opposants politiques ont aussi été arrêtés jeudi, notamment le chef de l'opposition Kizza Besigye, battu 4 fois à la présidentielle par Museveni. Un député du parti au pouvoir, Raphaël Mugiezi, devrait remettre une motion au Parlement, première étape vers l'adoption d'un amendement constitutionnel supprimant la limite d'âge présidentielle. Toutefois, à la mi-journée, la motion n'avait pas été ajoutée à l'ordre du jour du Parlement. Au pouvoir depuis 1926, Yoweri Museveni a affirmé qu'il avait 73 ans, ce qui lui interdit de se représenter en 2021 pour un 6e mandat consécutif. La Constitution actuelle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés entre 35 et 75 ans. En 2005, le Parlement avait adopté un amendement constitutionnel pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, permettant ainsi à Museveni de se représenter pour un 3e, 4e et 5e mandat. Au Soudan, le président soudanais a pressé mercredi les habitants du Darfour, région proie à un conflit meurtrier depuis des années, de rendre leurs armes. Svetlana Maganga nous en dit plus. Suite au conflit meurtrier qui secoue le Soudan depuis 2003, le président soudanais Omar el-Béchir a demandé aux habitants du Darfour de rendre leurs armes volontairement, première étape d'un processus de désarmement des populations. La collecte des armes est une affaire sérieuse. Quiconque cache encore une arme doit la donner. Quiconque cache encore une arme doit la livrer, car ceci est la première étape de la collecte volontaire des armes et nous insistons que les armes ne devraient être contre les mains du gouvernement. Même si des groupes rebelles ont dénoncé la campagne du gouvernement pour collecter les armes, de son côté, le gouverneur du Darfour, Adam Al-Faki, a estimé que les résultats de la collecte étaient encourageants. Le temps nous a fait défaut. Notre peuple a dû se rendre dans des camps et les étrangers nous donnent leurs miettes. Acceptons-nous cela ? Le conflit dans cette région avait fait près de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Les autorités veulent récupérer les armes détenues par les tribus du Darfour, y compris celles qui ont agi aux côtés des forces gouvernementales. On vous le disait en titre, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a demandé vendredi à l'ONU de revoir à la hausse son soutien militaire dans le pays déchiré par le conflit. Forte de quelques 12 000 hommes, la MINUSCA doit voir renouveler son mandat en novembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Lariska Lor Mamingi s'en fait l'écho. La seule force capable d'assurer la sécurité, ce sont les Nations Unies, a déclaré le président Touadéra lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il faut renforcer les capacités de la MINUSCA en termes d'hommes et de matériel, a-t-il plaidé, estimant les besoins à 4 contingents supplémentaires, soit plusieurs milliers de militaires. Toutes ces actions et avancées ne sauraient bien faire oublier la situation humanitaire qui s'est gravement dégradée dans plusieurs localités de mon pays. Suite à la recrudescence des violences, dont le vrai mobile reste la prédation et la compétition féroce pour le contrôle et l'exploitation illégale des richesses du sous-sol,
et du sol de la République centrafricaine. Forte de quelques 12 000 hommes, la mission onusienne déployée depuis 2014 dans ce pays d'Afrique centrale doit voir renouveler son mandat en novembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. La Centrafrique avait basculé dans le chaos en 2013 avec le renversement de l'ancien président François Bozizé par une rébellion à majorité musulmane, la Séléka. Ce coup de force avait entraîné une contre-offensive des anti-Balaka, une milice majoritairement chrétienne, et conduit à des massacres et a entraîné l'intervention militaire de la France, puis le déploiement de la MINUSCA. Mais le pays de 4,5 millions d'habitants reste majoritairement sous la coupe de groupes armés, une quinzaine au total, et le gouvernement Touadéra, élu en février 2016, peine à établir son autorité au-delà de la capitale, Bangui. J'en appelle à la communauté internationale pour revoir à la hausse les effectifs militaires de la MINUSCA au vu de l'immensité du territoire. Un haut responsable onusien a pour sa part récemment mis en garde contre des signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique. Et le Haut Commissariat aux réfugiés a estimé mi-septembre que le nombre de réfugiés et de déplacés fuyant les violences avait atteint son plus haut niveau, 1,1 million de personnes. Parlons de l'Afrique du Sud, la lutte contre le braconnage doit être traitée comme une guerre. La coalition africaine anti-braconnage a donc appelé le commerce illégal à être géré comme les conflits mondiaux. Pour les membres du projet INAC, l'extinction des rhinocéros est immense et seule une coopération internationale peut y remédier. Marina Boissa nous en dit plus. Espèce en voie de disparition, le rhinocéros est très prisé pour ses vertus thérapeutiques et très utile pour fertiliser le sol. Animal de près de 4 mètres de long, 2 mètres de hauteur et d'une masse pouvant avoisiner près de 3 tonnes, le rhinocéros est le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant. En Afrique du Sud, compte tenu du braconnage à forte intensité contre cet animal, la coalition africaine anti-braconnage met en place un plan d'action contre les braconniers. La campagne Rhino est en termes de conflit armé aussi intense que n'importe quelle guerre. Je suis un vétéran de la guerre Bush et ceci est plus intense que tout ce que l'on a pu voir. Quand on parle d'approximativement 150 contacts armés par an, ici on parle de 2 à 3 par semaine. L'intensité du combat est forte. C'est devenu un travail très dangereux et c'est pour cela que nous, en Afrique, nous devons accepter contre notre gré que ces braconniers sont des vrais guerriers. C'est pour cela que l'on adopte une approche paramilitaire et non pas parce qu'un général retraité le souhaite. Nous ne poursuivrons pas cette démarche un jour de plus qu'il en sera nécessaire. La guerre contre le braconnage en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. En 2014, plusieurs chefs d'État africains avaient déjà lancé un cri d'alarme au sommet États-Unis-Afrique à Washington, tout en demandant plus d'équipements de haute technologie pour mieux combattre ceux qui tuent des éléphants et rhinocéros pour leur ivoire et leurs cornes. Ali Bongo Ondimba, porte-étendard du continent sur les questions climat et d'environnement, dénonce ce phénomène, qualifie cela de massacre d'animaux pour lui. Zéro tolérance pour les braconniers. L'actualité dans le monde n'est pas en reste dans cette grande édition d'information. En bref, en Turquie, un jet privé s'est écrasé à l'atterrissage jeudi à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, le principal de la métropole. Les 4 personnes à bord ont été blessées, a annoncé une chaîne de télévision du pays. L'appareil a pris feu en tentant un atterrissage d'urgence, a rapporté l'agence de presse turque DHA. L'incident a forcé la fermeture temporaire de l'aéroport d'Atatürk. Facebook va fournir au Congrès américain qui enquête sur une possible influence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 des informations sur des publicités liées à ce pays postées sur le réseau social. Marina Boissa. Le Congrès américain enquête depuis plusieurs mois sur les possibles cyberattaques et les interférences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Facebook, réseau social en ligne, a décidé de fournir des informations sur les publicités liées à la Russie. Il y a 2 semaines, le groupe avait révélé que des centaines de faux comptes probablement activés depuis la Russie avaient été utilisés pour acheter des publicités afin de nourrir des tensions politiques aux États-Unis avant et après l'élection présidentielle de 2016. Nous travaillons activement avec le gouvernement américain dans son enquête en cours sur l'ingérence russe. Nous enquêtons dessus depuis des mois maintenant et pendant un temps, nous n'avions trouvé aucune preuve de faux comptes liés aux publicités gérées par la Russie. Quand nous avons découvert il y a peu ces activités, nous avons fourni ces informations au Conseil spécial
J'ai demandé à notre équipe de fournir ces publicités que nous avons trouvées également au Congrès. Secoué depuis un long moment, Facebook a décidé de livrer le contenu de ses publicités au Congrès. Le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, refuse que quiconque utilise ces outils pour saper la démocratie américaine. Grâce à une enquête interne, toujours en cours selon le fondateur, Facebook avait annoncé le 7 septembre avoir repéré 470 comptes ayant dépensé au total près de 100 000 $, somme correspondant à l'achat d'environ 3 000 annonces sur le réseau entre juin 2015 et mai 2017 pour publier des annonces mettant en avant de fausses informations ou mener l'internaute à des pages contenant ce type de messages. 2 titres étaient donc les principales articulations de ce journal. Au Gabon, on a parlé d'une rentrée scolaire 2017-2018 effective. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer les parents, les apprenants quant à l'effectivité de cette rentrée académique. En Afrique du Sud, le président centrafricain demande plus de casques bleus dans l'optique de revoir à la hausse son soutien militaire dans un pays où sévit de nombreux conflits. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.